première intervention, celle d'Arnaud Caleras-Scuillère, qui est quelqu'un, je profite de ce qui s'absente pour dire, je lui voue une grande estime, mais qui a la particularité de m'avoir beaucoup agacé lorsqu'il suivait mes cours sur les guerres de Vendée, ici même, en licence puis en master. Il n'y a rien de plus vexant pour un professeur que de le voir l'un de ses étudiants ne pas prendre de notes pendant le cours, parce que, non pas par désintérêt, mais parce qu'il connaît le sujet presque aussi bien que lui, sinon mieux. Diplôme en poche, Arnaud est devenu chargé de cours à l'ICES, donc ici même. Il a choisi de consacrer ses recherches à la famille de La Roche-Jacquelin, qui a donné à la Vendée Blanche plusieurs figures d'exception. Il est l'auteur d'une biographie d'Auguste, le plus jeune frère de M. Henri, et il prépare une thèse sur le neveu de celui-ci, qui fut le chef de l'opposition légitimiste à la Chambre basse sous Louis-Philippe. Mais ce tout jeune homme ne s'en tient pas là. Il est aussi romancier, auteur d'une saga, le roman de la Durbelière, qui tourne autour de ces chers messieurs de La Roche-Jacquelin. Il est également éditeur. Il a créé une maison, le Lycée Le Lin, qui publie des romans et des essais consacrés à la Vendée, et il est animateur d'émissions littéraires ou historiques à la radio, et notamment en ce moment RCF Vendée. Donc il va traiter devant vous ces mémorialistes vendéens qui, à commencer évidemment par Madame de La Roche-Jacquelin, ont entretenu le souvenir des géants de la Vendée. Vous avez la parole pour 25 à 30 minutes maximum. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vais en effet vous parler du rôle des mémorialistes vendéens. Alors comment en effet à travers ce colloque sur la Vendée littéraire ne pas revenir encore une fois aux guerres de Vendée, ces guerres qui ont tant forgé l'identité de ce territoire, ce département devenu province pour reprendre les mots célèbres de l'écrivain Jean Yol. Donc une province connue au XIXe siècle sous le nom de Vendée militaire qui englobe les 4 départements insurgés. Et comment ne pas s'intéresser en particulier à tous ces hommes et ces femmes, témoins et rescapés de la Grande Guerre, qui ont eu à cœur d'en perpétuer le souvenir. Donc les guerres de Vendée sont un conflit qui ont fait couler beaucoup de sang, mais aussi beaucoup d'encre depuis plus de 200 ans, en raison des innombrables travaux universitaires, monographies, essais, romans et même bandes dessinées publiées sur le sujet. Toute cette production n'aurait certainement pas été aussi intense et n'aurait même sans doute jamais existé sans le travail des mémorialistes qui ont permis de préserver le souvenir de ce conflit au point d'en faire l'une des pages de l'histoire de France les plus évoquées, même si paradoxalement c'est une page encore largement méconnue et qui suscite toujours autant les passions chez les historiens et spécialistes. Donc bien qu'on distingue 5 phases dans ces guerres civiles, essentiellement entre 1793 et 1800 avec des soubresauts en 1815 et 1832, c'est bien à la Grande Guerre, c'est-à-dire la première guerre de Vendée que nous allons ici nous intéresser, donc le conflit qui s'est déroulé entre mars 93 et février-mai 1795 avec les traités de la Jaunais et de Saint-Florent-le-Vieil. Donc nous proposons d'étudier ce sujet en 3 temps, avec tout d'abord le rôle des acteurs du conflit, républicains puis royalistes, et ensuite le rôle essentiel des femmes dans la construction de cette œuvre mémorielle vendéenne, pour conclure sur la mutation progressive entre mémoire et histoire. Donc dans un premier temps, le rôle des mémorialistes bleus. Donc tout comme les historiens du XIXe siècle, les mémorialistes, en tant que vétérans et rescapés de la Grande Guerre, ne sauraient être tout à fait neutres et impartiaux. On connaît les mots célèbres prêtés aux représentants du peuple en mission Merlin de Thionville, à la suite de la grâce des 5000 prisonniers républicains par le général Bonchamp après la bataille de Cholet. Je cite « Il faut ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action. N'en parlez pas même à la Convention. Les brigands n'ont pas le temps d'écrire ou de faire des journaux, cela s'oubliera donc comme tant d'autres choses. » Donc bien que cette citation demeure sujette à caution et vraisemblablement apocryphe, puisque nous ne la retrouvons que chez l'historien légitimiste Crétineau-Joly, elle est quand même révélatrice du déni et de l'oubli qu'ont voulu opposer les autorités révolutionnaires, conformément à la phrase de l'historien romain Tacite, je cite, « Il faut des monuments pour les victoires étrangères et pour les maux domestiques, le deuil et le silence ».
Reprenant cette citation, le général Jean-Baptiste Kléber déclara dans son mémoire publié sur la Vendée, je cite, « Quel est en effet celui d'entre nous qui pourrait s'enorgueillir d'un laurier teint du sang français ?» Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont pourtant les républicains qui ont été les premiers à parler de ce conflit, non pas pour entretenir la mémoire en tant que telle, mais pour justifier leur rôle au cours de ce conflit, et bien souvent pour essayer de se disculper des crimes dont on les a accusés. Alors c'est le cas du fameux Westermann, surnommé le boucher de la Vendée, qui rédigea le premier mémoire sur la guerre de Vendée dès fin décembre 1993, un mémoire intitulé « Campagne de la Vendée ». Donc à travers celui-ci, il retrace sa campagne en Vendée entre juillet et décembre 1993 à la demande de la Convention et il conclut ce mémoire par la bataille de Savenay du 23 décembre, vous le savez, qui a mis fin à la virée de Galerne. Dans ce récit, Westermann donne beaucoup de détails sanglants, non pas pour s'en désoler, au contraire, mais pour montrer son courage et son héroïsme auprès des conventionnels. Ce type de mémoire, donc, ne cherche pas à perpétuer le souvenir, mais justement, donc, à montrer toute sa bravoure, quitte à travestir la réalité pour ne pas être suspecté de modérantisme. Mais vous le savez, Westermann, malgré toutes les cruautés accomplies en Vendée, ne réussira pas à sauver sa tête, puisque sitôt rappelé à Paris, il va être destitué, puis ensuite arrêté et traduit devant le tribunal révolutionnaire, puisque accusé d'être proche des indulgents de Danton, bien que Danton ait nié toute proximité avec Westermann, mais ce Westermann sera guillotiné dans la même charrette que Danton le 5 avril 1994. Donc d'autres généraux républicains ont écrit des mémoires sur leur campagne en Vendée, à l'instar de Kléber que nous avons évoqué, qui a écrit début 1994 ses mémoires militaires pour servir à l'histoire de la guerre de Vendée. Kléber cherche à préserver son honneur de soldat et, je cite, à combattre les rapports boursouflés et dégoûtants de mensonges, fin de citation, émanant tant des bleus que des blancs, en présentant les faits de manière impartiale sans manquer de mettre en valeur l'héroïsme des Vendéens. Je cite, « Les rebelles combattaient comme des tigres et nos soldats comme des lions ». À la suite de la chute de Robespierre sous Thermidor, les mémoires d'officiers et représentants du peuple en mission vont fleurir, ceci donc afin de se disculper des crimes dont on les accusait. Le 29 septembre 1794, le député des Deux-Sèvres, Louis-Prosper l'Official, va prononcer un discours dirigé contre Carrier, l'auteur des noyades de Nantes, et contre Turreau et ses subordonnés Grignon et Huchet, commandants des fameuses colonnes infernales. Lors du procès de Carrier, un pamphlétaire du nom de François-Noël Babeuf, dit Gracchus Babeuf, va publier du système de dépopulation une brochure qui sert de pièce à charge contre l'ex-proconsul de Nantes, Carrier, dans laquelle Babeuf va utiliser le fameux terme de populicide promis à une longue postérité, donc pour désigner les massacres commis par Carrier et par Turreau. Turreau, lui, va être arrêté et va passer 1 an en prison. Et pendant ce temps-là, il va rédiger ses mémoires pour servir à l'histoire de la Vendée qu'il va publier le 28 juin 1795. Il sera finalement acquitté le 19 décembre suivant par un tribunal militaire qui jugeait qu'il n'avait fait que d'appliquer les ordres. En effet, les différents courriers envoyés par Turreau au comité de salut public lui ont permis de couvrir sa responsabilité. L'un de ses subordonnés, Louis Grignon, un des commandants de colonne infernale, va être lui aussi également arrêté. Il va publier un mémoire dès le 25 décembre 1994, donc avant celui de Turreau, pour se disculper lui aussi des crimes dont il était accusé. Et lui aussi va réussir à sauver sa tête en prouvant qu'il n'avait fait que d'appliquer les décrets d'anéantissement et d'extermination de la Vendée des 1er août et 1er octobre 1993. Donc il va être libéré au mois d'avril 1995. On peut citer également Joseph-Marie Léquignot, député du Morbihan, connu pour la féroce répression qu'il a menée à Fontenay-le-Comte, à l'époque Fontenay-le-Peuple, entre décembre 1993 et mars 1994. Il va faire parvenir au comité de salut public un mémoire, en février 1994, sur les moyens de terminer la guerre, accusant les généraux de pillage, d'avoir massacré et violé les femmes des patriotes et d'avoir fusillé indistinctement, raffermissant de la sorte, je cite, « dans leur égarement, les hommes égarés ». Je cite de nouveau, « Si la population qui reste n'était que de 30 à 40 000 âmes, le plus court, sans doute, serait de tout égorger, ainsi que je le croyais d'abord. Mais cette population est immense, elle s'élève encore à 400 000 hommes », écrit Léquignot dans le mémoire qu'il va publier le 22 octobre 1994, intitulé « Guerre de la Vendée et des Chouans ». Donc Léquignot ne fut pas le seul à dénoncer les crimes dont il s'était lui-même rendu coupable. On peut citer par exemple Louis-Michel Thévenet, dit Danican, qui fut suspecté par les autorités révolutionnaires d'être trop modéré. Il était destitué à la fin de l'année 93, réintégré en avril 1994 et a participé à la répression des royalistes dans le Maine. Il n'en rédige pas moins
en août 1795 dans le Moniteur universel un long réquisitoire contre les crimes commis en Vendée. Il en appelle à épurer l'armée de tous les criminels. Et ce Danican va rejoindre l'insurrection royaliste qui éclate à Paris le 13 Vendémiaire en 4, le 5 octobre 95. Vous savez, cette fameuse insurrection réprimée par le jeune général Bonaparte à coups de canon. On peut citer beaucoup d'autres républicains, comme par exemple le procureur syndic Jean-Antoine Vial qui a dénoncé, lui, les mesures trop généreuses pour amnistier les Vendéens. Donc en se séparant le 26 octobre 1795, la Convention va promulguer une loi d'amnistie pour elle-même, c'est-à-dire que tous les criminels révolutionnaires vont s'auto-pardonner, ils vont se pardonner eux-mêmes leurs crimes, donc avant de laisser la place au directoire. Donc finalement, seuls quelques boucs émissaires comme Westermann que nous avons évoqué, Robespierre ou Carrier ont payé pour tous les autres qui ont réussi à se faire oublier. On pourrait citer encore beaucoup d'autres mémoires. C'est le cas du général Léopold Dugo, père du célèbre écrivain en 1823, qui lui aussi a participé au massacre de 94 sans jamais être inquiété. On peut citer également Jean-Julien Savary, prisonnier des Vendéens quand Cholet tomba aux mains des insurgés en mars 93. Il a réussi à s'échapper et est devenu commissaire civil auprès de l'état-major du général Canclos, puis de Kléber, avant d'être adjudant général auprès de l'armée de l'Ouest. Je vous parle de Savary puisqu'il présente l'intérêt d'être à la fois un témoin du conflit en écrivant donc des mémoires, mais également en s'appuyant sur les archives, donc ce qui fait de Savary aussi bien un mémorialiste qu'un historien à part entière de ce conflit. Donc on pourrait citer d'autres mémoires publiées beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle, comme les journaux du représentant du peuple en mission Benaben, celui de Marc-Antoine Julien ou encore de Louis Prosper l'official. Et également les mémoires du général Rossignol qui, eux, ont été publiés à l'extrême fin du XIXe siècle. Pour terminer cette partie, nous pourrions parler d'André Mercier du Rocher qui rédigea des mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de Vendée, dans laquelle il relate les événements survenus à Fontenay et en Vendée pendant la guerre. Et ces mémoires vont être publiées en 1899, mais auparavant, ces écrits ont servi de support aux travaux d'historiens républicains comme Michelet, Louis Blanc ou Benjamin Fillon. Dans un deuxième temps, intéressons-nous aux mémorialistes blancs, à savoir vendéens. Après la paix de Montfaucon de 1800 qui a mis fin à la Troisième Guerre de Vendée, la Vendée, le territoire insurgé, reste encore très agité en raison de l'action de bandes de réfractaires à la conscription. Je cite Jean-Clément Martin. De 1800 à 1814, la Vendée fascine et inquiète Napoléon. Il en parle comme de la guerre des géants, mais adopte à son égard la politique de la carotte et du bâton. Le pays était encore en effet soumis à une intense surveillance policière pour tenter de désarmer les nombreux complots qui allèrent croissant à mesure que Napoléon essuyait les défaites militaires aux frontières. Évoquant ces complots, Martin ajoute, je cite, « Administrateurs et conspirateurs sont obnubilés par 93. La symbolique héritée de la guerre de Vendée, même peu opérationnelle, continue d'orienter les esprits. Le souvenir de la Grande Guerre est en effet encore très présent, entretenu par des vétérans et rescapés des massacres, avec notamment l'édification de croix et d'oratoires pour se rappeler des nombreux massacres commis. » Je cite le général Gouvion en 1804 qui écrit « 10 années de guerre civile ont divisé toutes les familles et laissé dans les cœurs des haines invétérées. Les rancœurs étaient encore grandes, notamment envers les acquéreurs de biens nationaux, et bien souvent, il y avait des règlements de compte ponctués d'assassinats. » On l'a vu, avant 1800, la quasi-totalité des mémoires écrits sur la Vendée sont le fait des républicains. Mais ces mémoires ont été écrits, comme on l'a vu, de façon polémique pour justifier leur rôle et ne cherchaient pas donc à entretenir cette mémoire. Et finalement, ces textes ont eu assez peu d'écho au sein de l'opinion. Mais peu à peu, les vétérans vendéens vont prendre la plume. Je cite encore Martin, « C'est dans l'ombre que les mémorialistes tissent les fils qui orienteront l'avenir. Mais leur faible nombre, malgré leur médiocre audience, la mémoire dont ils sont porteurs échappe au pouvoir et façonne les cadres de pensée. Leur modestie avouée est compensée par leur souci d'éternité. » Donc ces mémorialistes n'écrivaient pas pour eux-mêmes, mais pour un petit réseau de lecteurs qui se développait autour d'eux. Parmi les auteurs de mémoires, on peut d'abord citer Bertrand Poirier de Beauvais, qui fut le premier côté royaliste. Poirier de Beauvais servit comme officier dans l'artillerie vendéenne sous les ordres de Marigny. Il est passé en Angleterre en 1795 et à Londres, il y lut les mémoires du général Turreau. Scandalisé par les affirmations du général Turreau, Poirier de Beauvais se décida à rédiger ses propres mémoires, donc qui sont considérés comme les premiers dans le camp vendéen.
Il a publié dès 1798 un aperçu sur la guerre de Vendée avant d'être autorisé par Bonaparte à revenir en France en 1800. Toutefois, ces mémoires dans leur version intégrale ne seront publiées qu'en 1893. On peut citer également les mémoires du général Amédée de Béjary, général royaliste de l'armée du Centre, qui a rédigé ces mémoires intitulées « Souvenirs vendéens », mais qui ne furent publiées qu'en 1884 par son petit-fils. On peut citer également Lucas de la Championnière, qui combattit dans le Pays de Ré, dans les rangs de l'armée de la Catelinière et de Charette, et qui a rédigé dès 1798 ses mémoires sur la guerre de Vendée, mais là aussi, ces mémoires ne seront publiées qu'au début du XXe siècle, en 1904, puisque dans ces mémoires, on trouve une liberté de ton assez peu commune, puisque la Championnière dénonce les massacres commis par les républicains, mais il n'hésite pas aussi à à évoquer les massacres qui ont pu être commis par son propre camp, et aussi à critiquer fortement les princes immigrés et leur dédain vis-à-vis des Vendéens. Donc une liberté de ton, on comprend, qui n'a pas fait trop plaisir aux hommes de la Restauration et à l'image qu'on voulait entretenir des Vendéens à cette époque. On pourrait citer donc beaucoup d'autres mémoires parues dans ces années du Premier Empire. Je cite encore Jean-Clément Martin, « La rédaction de ces souvenirs n'engage plus la survie du signataire qui est mu par le désir de lutter contre l'oubli et la volonté de faire partager son expérience. » Donc les mémoires vendéens vont fleurir donc à cette époque, et les autorités impériales vont, dans un premier temps, veiller à ce que ces mémoires n'entretiennent pas un climat de défiance vis-à-vis donc du pouvoir impérial. C'est sous le Premier Empire que se développe véritablement l'historiographie des guerres de Vendée, parallèlement à l'œuvre des mémorialistes. Le premier travail d'historien est celui d'Alphonse de Beauchamp, qui, sans avoir pris part au conflit, souhaitait rendre compte de la guerre sans offenser personne, comme il le disait lui-même. Beauchamp était commis d'administration auprès du ministère de la Police, dirigé par Fouché, et il a accumulé les notes sur les événements de la Grande Guerre, fouillant les archives et également en interrogeant de nombreux acteurs du conflit, notamment la marquise de la Rochjacquelin ou Auguste de la Rochjacquelin, le frère cadet de M. Henri. Il entretenait également d'étroits rapports avec les mémorialistes La Championnière et Mercier du Rocher. Donc le travail d'historien de Beauchamp s'est essentiellement bâti sur le souvenir d'acteurs du conflit. En 1806, il va faire paraître « Histoire de la guerre de Vendée et des Chouans depuis son origine jusqu'à la pacification de 1801 ». Deux autres éditions vont suivre en 1807 et 1809, mais la troisième édition va être interdite par Fouché et Beauchamp va être révoqué de ses fonctions. En effet, Napoléon trouvait que cet ouvrage entretenait trop un climat donc de défiance vis-à-vis du Premier Empire et Napoléon y voyait trop d'analogies avec la guerre d'Espagne qu'il menait alors. On peut citer également les mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de Vendée, qui sont parus également en 1806, mais de manière anonyme, et qui ont été attribués au comte de Vauban, dans lesquels, dans ces mémoires, eh bien, on a une vision assez particulière de la guerre de Vendée, puisqu'on a une critique très vive des princes immigrés, et notamment si je puis dire, de la nullité du comte d'Artois, qui a tout perdu, selon les mots de Charette, dans une lettre qu'il aurait écrite à Louis XVIII, que cite ce livre. Le comte de Vauban, donc, à qui a été attribué ce mémoire, est mort en 1816 sans avoir désavoué cette publication, bien qu'on suspecte Fouché d'en être le véritable commanditaire, donc en mettant le nom de Vauban en contrepartie de la liberté rendue à celui-ci. On va voir des historiens se quereller à cette époque, notamment Le Bouvier des Mortiers, qui est le premier biographe de Charette et qui s'en est pris très vertement à Beauchamp dans sa version qu'il a donnée du conflit dans son ouvrage. Donc on voit déjà ces querelles d'historiens dès le début du XIXe siècle. L'œuvre des mémorialistes donc se poursuit en parallèle. On peut citer l'abbé Cantito, curé du Pan en Mauges, qui va rédiger en 1807, mais ils seront publiés plus tard, donc un précis sur les guerres de Vendée, et c'est notamment à travers ce précis que les historiens vont connaître le rôle de Jacques Catinot, et ça va inspirer de nombreux écrits sur ce personnage surnommé le Saint de l'Anjou.
Donc les mémoires de Vendéens vont continuer de paraître tout au long du XIXe siècle, même jusqu'au début du XXe siècle. On peut citer les mémoires de Biard de Vaux, qui est un vétéran de Virée de Galerne. On peut citer également des mémoires de simples paysans, comme Pierre de Vaux, paysan des Cerqueux. Ces mémoires seront publiées en 1882. On peut citer également les mémoires de Louis Monnier, chef de la division de Montfaucon, dont les mémoires seront publiées en 1896. Et également les mémoires de marin Jacques Boutillier de Saint-André, intitulées Mémoires d'un père à ses enfants. Boutillier de Saint-André était l'historiographe du conflit pendant le conflit lui-même, puisque Delbé avait demandé à Boutillier de Saint-André de consigner au jour le jour les événements en s'appuyant sur les lettres échangées entre les officiers vendéens. Donc Boutillier de Saint-André disposait de sources très précieuses qui ont malheureusement disparu au moment de l'incendie de Mortagne-sur-Sèvre par les Républicains. Mais les mémoires de Boutillier de Saint-André ne paraîtront dans leur version intégrale qu'en 1896. Je termine, s'il me reste assez de temps, pour parler du rôle majeur des femmes. Il vous reste 10 minutes. Je parlais du rôle majeur des femmes dans le développement de la mémoire vendéenne. Les femmes ont joué donc un rôle essentiel dans le développement de cette mémoire. Adélaïde Cron, qui est une historienne de la littérature, évoque le rôle social des femmes mémorialistes dans la Vendée de l'Ancien Régime. Je cite : « Ces femmes, que le régime napoléonien et la nouvelle société qui se met en place privent peu à peu de leur rôle, éprouveraient à l'égard de l'Ancien Régime, plus que les hommes, une violente nostalgie, d'où leur souci de le faire revivre et de témoigner de la douleur de la perte qu'elles ont subie. » Comment ne pas évoquer, bien entendu, le rôle de la marquise de la Roche-Jacquelin, née Victoire de Donissan, veuve du général Lescure, qui épouse en seconde noces Louis de la Roche-Jacquelin, frère cadet de M. Henri. La marquise de la Roche-Jacquelin a commencé la rédaction de ses mémoires en 1799-1800, alors qu'elle était en exil en Espagne. Et elle les achève en 1805. Le texte fut augmenté par ses amis, l'abbé Jagot, Allard et la Villebauger, qui étaient tous trois des vétérans de la Grande Guerre et qui ont bien connu M. Henri. Le manuscrit fut ensuite confié en 1808 au jeune sous-préfet de Bressuire, Prosper de Barante, qui est le fils du préfet de Genève. Prosper de Barante avait été nommé à Bressuire un petit peu par disgrâce, en raison de ses opinions libérales. À Bressuire, donc, il se lia fortement aux vétérans de la Grande Guerre et notamment à la marquise de la Roche-Jacquelin. Et il s'est pris véritablement de passion pour cette Grande Guerre, visitant les champs de bataille accompagné de vétérans. Il mit fin notamment aux troubles qui existaient en Deux-Sèvres à cette époque avec des vétérans, entre les vétérans et le préfet des Deux-Sèvres de l'époque, Claude Dupin. Alors, Prosper de Barante va contribuer à la publication des mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin. La marquise va lui faire parvenir donc ses mémoires et Barante va les remettre en forme, si bien qu'un doute subsiste pour savoir qui est véritablement l'auteur des mémoires de la marquise. Est-ce que c'est Prosper de Barante ou la marquise elle-même ? Donc, quoi qu'il en soit, ces mémoires seront publiées dans leur première édition en 1814 avec la première abdication de Napoléon, puisque Napoléon s'était opposé à leur publication pour ne pas justement entretenir un climat de défiance vis-à-vis de l'Empire. Et dès le départ, ces mémoires vont être véritablement un best-seller, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'entre 1814 et 1823, il va y avoir moins de 10 éditions, aussi bien en France, mais également à l'étranger, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et on sait que ces mémoires ont été lues par la plupart des grands hommes de l'époque, aussi bien Louis XVIII que Napoléon lui-même, alors qu'il s'était opposé à la publication des mémoires. La marquise de la Roche-Jacquelin raconte cette anecdote. Au retour de Napoléon aux Tuileries en mars 1815, Napoléon a trouvé les mémoires de la marquise dans le bureau du roi, qui était parti à Gand. Donc Napoléon les a emmenés avec lui et les Anglais ont retrouvé les mémoires de la marquise dans la voiture de l'empereur à Waterloo. Si bien que les mémoires de la marquise ont atterri dans la bibliothèque de Lord Castlereagh, ministre britannique des Affaires étrangères, qui était l'un des principaux artisans du Congrès de Vienne. Donc on voit que ces mémoires ont été véritablement lues par les plus grands de ce temps, et ces mémoires ont véritablement fait connaître les guerres de Vendée à travers la France, mais également à l'étranger. Le comte de Goltz, ambassadeur de Prusse à Paris, a adressé une lettre à la marquise en novembre 1817 pour lui offrir 2 candélabres en marbre de Carrare, inspirés de ceux qui ornent le tombeau de la reine Louise à Charlottenburg, à Berlin, et qui ont été réalisés par de célèbres sculpteurs de l'époque, Roche et Tieck. Je cite, c'est un hommage public à la vertu malheureuse, comme l'écrit le comte de Goltz à la marquise. Les Prussiens ont également offert au jeune Henri, fils aîné de la marquise, qui était alors âgé de 12 ans, une magnifique épée d'honneur portant sur la lame le nom des victoires où M. Henri s'était illustré. Donc, dans ces mémoires, la marquise nous fait connaître la bravoure de grandes personnalités, notamment bien sûr de l'archange de la Vendée, M. Henri, mais également de son cousin Lescure. L'historien Alain Gérard, à qui l'on doit une réédition scientifique des mémoires,
écrit, je cite, « Le témoignage sans pareil, il s'agit du témoignage sans pareil d'une jeune femme destinée à une vie privilégiée à Versailles et qui va tout perdre. Au bout de ce dépouillement, nulle désespérance cependant, et surtout nulle haine, et c'est le plus incroyable. Ce livre, c'est le cri d'une âme qui naît à l'amour en même temps qu'au deuil, à l'égalité en même temps qu'à la révélation, à l'universel en même temps qu'à l'enracinement. » Avec la Restauration, beaucoup d'autres mémoires de mémorialistes femmes vont être publiées. On peut citer notamment les mémoires de Françoise Després, qui a été une femme qui a combattu pendant les guerres de Vendée, qui a fait paraître ses mémoires en 1817, mais l'historienne Thérèse Rouchette remet fortement en cause la véracité de ses souvenirs. On peut également citer les mémoires de Madame de Sapineau, qui ont été publiées en 1820. Madame de Sapineau avait pour sœur la célèbre Céleste Buckley, une des célèbres Amazones de Charette. Et Madame de Sapineau était l'épouse du frère de Sapineau de Bois-Huguet, connu sous le nom de Sapineau de la Véry. Il faut bien sûr évoquer les mémoires de la marquise de Bonchamp, qui ont été publiées en 1823. Il s'agit de l'épouse du célèbre général Bonchamp et la sœur du général de Seppo. Elle raconte notamment son errance après la virée de Galerne. On y voit beaucoup d'analogies avec les mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin. Ces mémoires ont été publiées, ont été rédigées par la comtesse Félicité de Genlis, qui est une romancière et mémorialiste connue pour avoir été la maîtresse de Philippe Égalité et la préceptrice de ses enfants, dont le futur roi des Français, Louis-Philippe. Donc on retrouve beaucoup d'analogies, je le disais, entre les mémoires de la marquise de Bonchamp et de la Roche-Jacquelin. On peut citer également comme mémoires féminins ceux de René Bordereau, dite Brave Langevin, paru en 1814, mais qui se distingue des précédents puisque René Bordereau était une guerrière qui ne se définit jamais comme une femme à travers son récit et qui a pris les armes pour venger son père massacré sous ses yeux. Et jusqu'en 1814, elle a été une opposante forcenée aux autorités républicaines puis bonapartistes. On peut citer pour terminer les souvenirs de la comtesse de la Bouère, publiés beaucoup plus tard, en 1890 seulement par sa petite fille. La comtesse de la Bouère était l'épouse d'un officier de l'armée d'Anjou et elle nous permet elle y relate, elle nous permet de connaître les événements survenus en Anjou pendant la Grande Guerre. Pour terminer, je souhaiterais parler de la mutation. Pour conclure, je vais parler de la mutation de la mémoire vendéenne vers l'histoire des guerres de Vendée. Donc, tous ces mémoires, vous l'aurez compris, ont servi de matière première aux travaux des historiens, chaque œuvre ayant contribué à la construction et l'entretien de cette mémoire vendéenne, sur laquelle l'historiographie des guerres de Vendée va s'appuyer. C'est précisément la raison pour laquelle ces mémoires ont été rédigées, comme la marquise de la Roche-Jacquelin l'atteste, je cite, « C'est pour jeter des fleurs sur le tombeau de tant de généreux guerriers que je me décide à écrire ces mémoires qui ne verront jamais le jour, mais qui seront peut-être utiles à ceux qui voudront écrire une histoire impartiale de la Vendée. Si mes écrits peuvent servir à celui qui racontera les exploits des Vendéens, il retranchera les choses inutiles. » Il en est de même des écrits de Kléber et Turreau, comme en atteste le choix de leur titre, du titre de leur ouvrage, pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée. Kléber écrit ainsi en introduction de son ouvrage, je cite, « Au reste, si par ses mémoires je contribue à donner une idée juste de la guerre de la Vendée, à celui qui se proposera d'en faire l'histoire, j'aurai rempli le but que je me suis proposé. » À la suite d'Alphonse de Beauchamp, que nous avons évoqué, nombreux furent les historiens qui se penchèrent sur les récits des mémorialistes pour tenter d'écrire une histoire qui, cependant, restait encore au XIXe siècle largement partisane. En effet, dans l'historiographie des guerres de Vendée, on va voir deux courants principaux se développer et s'opposer fortement. D'un côté, l'historiographie blanche, royaliste et sensible à la cause vendéenne, avec des historiens comme Jacques Crétineau-Joly, que nous avons évoqué tout à l'heure, Théodore Muret, Eugène Genoude ou Alfred Nettement, ou encore l'abbé Félix Degnaud, qui relate d'innombrables événements locaux de la Grande Guerre en s'appuyant sur de nombreux témoignages de vétérans. De l'autre, on a bien sûr l'historiographie bleue, républicaine, qui tente de justifier la répression en Vendée en invoquant les dangers menaçant l'intégrité du territoire et la survie de la République, tout en insistant sur le fanatisme et la cruauté des paysans vendéens menés par les nobles et le clergé, qui auraient représenté un coup de poignard dans le dos. Ça, c'est une expression qu'on va retrouver dans l'historiographie républicaine pendant longtemps, avec des historiens comme Jules Michelet, Louis Blanc, Charles-Louis Chassin, Jean Jaurès ou encore Alphonse Sollard. Donc ces derniers imposèrent une vision républicaine et jacobine de la guerre de la Vendée qui va dominer largement l'université française, contribuant à isoler la mémoire vendéenne blanche dans un espace géographique restreint jusqu'au renouvellement de l'historiographie des guerres de Vendée dans la deuxième moitié du XIXe siècle qui laisse place à une histoire beaucoup plus scientifique des événements. Je vous remercie pour votre attention.